Salut la Boost Nation, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour revenir sur ce back-to-back de mercredi jeudi qui finalement n'en a pas été un parce qu'il s'est passé des trucs absolument rocambolesques, mais on va évidemment revenir sur tout ça. À commencer donc par le match du mercredi qui était à Détroit et qui faisait suite au match de lundi à Boston qu'on avait perdu en inscrivant 101 points. Et donc sur ce match contre les Pistons, chez les Pistons, on avait laissé Kobe White au repos parce que on voulait le garder frais pour le lendemain, réception de Miami, et puis ça lui laisse plus de temps de repos après le match contre Boston où il avait fait son retour un petit peu à la surprise générale. Donc repos, on prend pas de risque. Kobe, voilà, sur ce match-là, tu restes sur le banc. Du côté des Pistons, il manquait des gars comme Jalen Duren, comme Cade Cunningham, qui avait déjà manqué le dernier match contre les Bulls au mois de novembre. Ça n'avait pas empêché les Pistons de s'imposer assez tranquillement dans ce match-là. Et au final, on a eu pendant assez longtemps un match assez agréable à suivre avec des Bulls qui ont fourni beaucoup d'efforts plutôt appréciables sur le plan défensif où on a beaucoup moins switché que d'habitude. On a essayé de rester un peu devant nos gars sur les pick and roll, on faisait un peu voilà, on essayait de passer sous les screens, on a fait des contests qui étaient intéressants aussi et surtout on a longtemps été capable de résister aux défis physiques. Ce qui n'était pas gagné d'avance, parce que bon, les intérieurs des Pistons, ça nous a souvent bousculé. Et puis en plus, nous, voilà, il nous manquait du monde. Smith et Collins n'étaient toujours pas là, donc tu pouvais pas aligner ton double big line-up comme tu aimes bien le faire, et ce qui est quasiment la seule chose qui fonctionne dernièrement du côté des Bulls. Donc euh, être capable de résister physiquement aux Pistons malgré ça, c'était plutôt intéressant. Bon, après, Vooch a quand même morflé grave face à Stewart. Il s'est fait bousculer toute la soirée. Stewart, il allait chercher un record en carrière avec 31 points, être 14 sur 17 au shoot. Voilà, Vooch, ça reste Vooch. Tu peux faire ce que tu veux, voilà, c'est comme ça. Mais dans l'ensemble, au global, les efforts étaient là. C'était pas toujours hyper bien réglé, c'était pas toujours dans le bon tempo, c'était pas, voilà. On n'est pas passé de pourri à génial comme ça, voilà. Mais ils ont mis quand même une certaine volonté, une certaine envie, une certaine énergie. Et ils ont montré que par moment, quand ils faisaient ça, ça pouvait donner des trucs assez intéressants, quoi. Donc peut-être que ça peut servir pour plus tard en se disant, voilà, dans ces circonstances-là, face à cette équipe-là, on a quand même été capable pendant une certaine période de résister. On doit être capable de faire ça plus souvent face à d'autres équipes, face à d'autres manières de jouer face à nous, etc. Donc pourquoi pas, ça peut être un truc sur lequel on peut s'appuyer. Offensivement aussi, on a vu des trucs voilà, plutôt sympas collectivement, pas mal de rythme et pas mal d'intensité d'entrée de jeu avec Matas qui claque un alley-oop, qui va chercher un end-one. Et puis les Bulls adorent courir, on le sait, et on a vu beaucoup de longues passes dans le dos des défenses pour filer au cercle, notamment Trey Jones en mode quarterback qui a envoyé des passes de quasiment tout le terrain pour Matas, pour Horter qui partait dans le dos de tout le monde et qui allait mettre des layups tranquilles. Donc ça a permis d'inscrire de nombreux points en transition et ça a été une donnée importante pour nous pour rester dans le match assez longtemps. Et puis on a aussi vu, et c'était très sympa d'ailleurs, un duel à distance entre Ozar Thompson et Matas Bouzelis qui se connaissent depuis la G-League Ignite et qui se sont pas mal chambrés tout le long du match, mais tranquille quoi, ça s'est pas insulté, ça s'est pas. Voilà, c'était bon enfant, ça s'est bien chambré, c'était genre ah toi t'as réussi à faire ça, bah regarde, moi je vais faire ça maintenant. Dès que il y avait un. Genre Thompson qui mettait un dunk, de l'autre côté Matas il répliquait en mettant un panier à 3 points ou en allant chercher un one. Donc voilà, c'était quelque part, ça les a un peu boostés l'un l'autre. Ils ont sorti des perfs qui étaient quand même vraiment de grande qualité. On reviendra sur celle de Matas dans un petit moment. Mais le problème avec Matas et avec tout le reste de l'équipe, c'est que euh, on l'a beaucoup moins vu sur la fin. Et le reste de l'équipe aussi. Parce que voilà, tout ça c'était très bien, mais ça a duré 3 quarts temps. On a débuté le quatrième quart-temps en menant d'un point, 77-76, en faisant voilà, de très très bonnes choses. Donc tu te dis, bon, allez, il reste 12 minutes, il y a moyen de. Et ces 12 minutes restantes, on s'est fait. On a implosé et on a passé ces 12 minutes à se faire littéralement marcher dessus. On s'est fait écraser par les Pistons. L'intensité, leur physicalité avec Stewart, avec Thompson, etc. Ça a monté de 2 niveaux et nous, on n'a plus été capable de répondre. On a perdu des ballons un peu à la con. Quand on allait au cercle, on se faisait bâcher. On n'arrivait plus vraiment à faire circuler la balle avec le rythme, avec
Voilà, avec tout ce qu'on arrivait à mettre en place jusqu'ici, on trouvait plus beaucoup de bons tirs. Bref, ce dernier quart, il était un peu cauchemar. Et au final, tu t'inclines en prenant un 32-16 dans cette dernière période et t'inscris que 93 points. Et c'est ça aussi qui a un peu fait défaut aux Bulls, c'est qu'on a manqué de soutien au trio offensif parce que Matas, Ayo et Vooch ont inscrit 64 des 93 points de l'équipe. Donc on a 24 pour Ayo à 10 sur 15, 4 sur 6 à 3 points. Il était encore excellent ce soir avec des drives, avec des shoots à 3 points. Il a été au top, encore une fois. Vucevic, 20 points, 16 rebonds. Matas, 20 points, 7 sur 15 au shoot, 4 sur 7 à 3 points, 4 contre. Voilà, il a été extrêmement, extrêmement bon. Mais aucun de ces trois-là n'a vraiment su prendre les choses en main dans le dernier quart-temps et vraiment assurer la fin de match, quoi. Et personne d'autre n'était capable de le faire non plus. Parce que ces trois-là ont cartonné, mais derrière, Kevin Huerter a été super maladroit, 4 sur 13, 0 sur 4 à 3 points. Trey Jones aussi, il fait 12 passes décisives, mais il shoot à 1 sur 7. Okoro, très très peu inspiré comme d'habitude, puis c'est pas lui qui va, voilà, à part son match à 24 points l'autre fois, voilà, qui était assez exceptionnel, le reste du temps c'est compliqué. Et puis le banc, à part Ayo qui a vraiment été extraordinaire, il y a eu 2 paniers à 3 points de Patrick Williams, mais sinon ça a été beaucoup beaucoup trop léger, et c'était très très compliqué. Notamment Dalen Terry qui est encore passé au travers, et Lachlan Dolbrick qui était le seul autre pivot derrière Vucevic, mais qui s'est fait défoncer tout le long du match. Lui, physiquement, il a morflé grave. Il a fait 5 fautes en 7-8 minutes. Il a pas réussi à un shoot ou quoi. Enfin, si, peut-être à la fin, il me semble qu'il a mis un layup. Mais enfin, bref, il s'est fait mais bousculer, défoncer, tout ce qu'on veut. Il a eu zéro impact dans ce match. Ou alors, s'il en a eu, c'était en négatif, quoi. Donc, c'était très, très compliqué. Le banc a vraiment eu du mal à apporter ce qu'on voit d'habitude de leur part. Mais bon, t'en avais la moitié qui était du coup dans le 5 de départ pour ce match-là. Donc, forcément, après, ça devient un peu, de plus en plus compliqué, quoi. Mais surtout, cette stat, elle m'a flingué quand je l'ai vu à la fin. Je m'étais pas forcément rendu compte pendant le match, mais on a shooté que 9 lancers francs. Et ça, c'est ridicule. C'est ridicule. Surtout que tu sors d'un match à Boston où tu n'en as shooté que 10, et le match précédent contre Charlotte, tu n'en as shooté que 14. Donc sur les 3 derniers matchs, 33 lancers francs, 11 en moyenne par match, t'as aucune chance. T'as aucune chance. Et du coup, Charlotte, 99 points inscrits au total. Boston, t'en as inscrit 101, mais vraiment péniblement, t'as atteint les 100 points avec deux lay-ups à la toute fin quand le match est plié. Et là, 93 points. Donc ça fait des moyennes qui sont quand même assez basses. En termes de points inscrits, en termes de lancers francs, c'est très très pauvre. C'est très très pauvre. Donc c'est quelque chose où il va vraiment falloir mettre un coup de collier, redevenir actif et efficace comme on l'a été à plusieurs moments dans la saison où on faisait des matchs à 24, 26, 28, 30 lancers francs tentés. Parce que là, non, ça c'est pas ça, par contre c'est pas viable, mais du tout. Du tout. Tu peux pas faire des matchs à 10, 11, 12 lancers francs par soir. Non, ça c'est absolument pas faisable. Tu te donnes aucune chance. Surtout quand on le dit tout le temps, notre attaque elle est basée sur le fait d'aller au cercle, d'aller provoquer, etc. De mettre des points à l'intérieur. Là, si tu prends que 10 lancers francs par match, waouh, ça devient tout de suite extrêmement, extrêmement compliqué, quoi. Donc, bref, défaite à Détroit, 3 défaites consécutives, et le lendemain, réception de Miami au United Center pour espérer se relancer, avec cette fois-ci le retour de Kobe White, même s'il est en limite de minutes, entre 24 et 26 minutes qui était annoncé avant le match, et en plus, il est de retour dans le 5 de départ parce que Kevin Huerter est absent, touché au dos. Donc le UC est prêt, est chaud. Après tout, c'est un preview du play-in dans 3 mois. Donc voilà, on est tous, voilà, on attend ce match-là, quoi. Et il y a les intros, tout va bien. T'as les mecs qui sont sur le parquet prêts à donner le coup d'envoi. Et là, d'un coup, plus rien. Les arbitres, ils remettent leur veste, ils vont voir les coachs et tout. Et on t'annonce que le match va être... il va y avoir un retard. Parce qu'il y a de la condensation sur le parquet. Et ça, c'est un problème que les joueurs ont remarqué dès leur entrée dans la salle, bien avant le coup d'envoi, puisqu'ils arrivent bien avant, en général 2 heures en moyenne avant le match. Ils l'ont signalé, mais l'échauffement s'est déroulé comme si de rien n'était. Il y a eu les intros, et au moment de donner le coup d'envoi, ils ont dit on va peut-être voir ce problème, parce que mine de rien, c'est un peu dangereux cette histoire.
Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il a énormément plu à Chicago ce jour-là, malgré des températures qui étaient anormalement hautes pour cette période de l'année. Il a fait bon, mais ça a plu, ça a plu, ça a plu, ça a plu, et ça a créé énormément d'humidité. Et le fait d'ouvrir les portes 1 heure et demie avant le coup d'envoi du match, pour faire rentrer les fans, toutes les portes du United Center qui étaient ouvertes, ça a fait rentrer l'humidité, et ça a fait empirer l'état du parquet en fait. Sachant que sous le parquet, il y a la glace qui est régulièrement utilisée pour les matchs de hockey des Chicago Blackhawks. Donc du coup, voilà, tous ces éléments mis en bout à bout, en plus ça a commencé à fondre la glace en dessous du parquet, donc du coup ça a donné de la condensation sur le parquet, et voilà, ça a rendu l'ensemble très glissant et donc très très dangereux. Alors le délai, il a duré 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Tu vois les joueurs qui refont un petit échauffement, qui font des lignes de lay-up, qui font des lancers francs. On a 2-3 qui s'affrontent en 1 contre 1, tu vois. Euh, Pendant ce temps-là, tu vois des membres du staff sur les bords du parquet qui essaient de nettoyer au maximum avec des balais, avec tout ce qu'ils peuvent. Ils mettent la clim, euh, les joueurs repartent au vestiaire, ils reviennent, on nous annonce un nouveau délai, etc. Enfin bref, ça dure des plombes et des plombes. Pendant ce temps-là, bon, bah, les fans, ils sont là depuis déjà un moment, ils sont prêts. Le coup d'envoi était quasiment là, quoi. Il manquait juste l'arbitre qui lance la balle et c'était parti. Donc, du coup, les fans sont là, ils sont prêts, il se passe rien. Donc, du coup, Benny revient sur le parquet pour essayer de les distraire. Il essaie de défier Tyler Hero dans un concours de shoot du milieu de terrain à l'envers, ce qu'il fait régulièrement à tous les matchs au United Center. Et d'ailleurs, son premier tir, il le met comme ça avec la planche. Et Tyler Hero, il a fait ouais, non, non, pas pour moi, je vais lâcher l'affaire. Et, mais voilà, tout le monde essaie de s'occuper comme ils peuvent en attendant d'avoir un peu confirmation de ce qui va se passer, quoi. Parce que tu vois le staff du United Center qui essaie tout ce qu'ils peuvent pour faire en sorte que le parquet soit le moins glissant possible, d'enlever le maximum de condensation. Euh, et au final, au bout de quasiment 2 heures après le coup d'envoi, qui aurait dû être, enfin, 2 heures après ce qui aurait dû être le coup d'envoi, le match est officiellement reporté parce que le parquet est trop glissant et ça présente un danger pour la sécurité des joueurs. Quand on voit toutes les blessures au talon d'Achille, aux chevilles, toutes les blessures qu'il y a eu ces dernières années en NBA, les grosses blessures sur des méga stars, je pense que c'est quand même une sage décision. Mais après, pourquoi avoir attendu 2 heures alors qu'il était quand même assez évident au bout de 15-20 minutes que c'était pas praticable, quoi. Les joueurs, dès qu'ils sont arrivés, ils s'en sont plaints. Ça a fait qu'empirer en ouvrant les portes. La glace en dessous du parquet, elle a commencé à fondre. Et au bout d'un moment, voilà, tu te rends compte que c'est pas faisable, quoi. Donc ils ont essayé ce qu'ils pouvaient. Il y a des mauvaises langues pour dire que voilà, ils ont fait traîner un peu pendant 1 heure ou 2, comme ça, les fans qui étaient dans la salle, bah, ils allaient chercher des trucs à bouffer, à boire dans les stands, et comme ça continuait à mettre des sous dans la caisse. Mais bon, voilà. Toujours est-il que voilà, ils ont mis 2 heures avant d'annoncer le report du match. C'est un truc assez rocambolesque. C'était quasiment jamais arrivé. C'est jamais arrivé au United Center, ça c'est sûr. Apparemment, c'était arrivé en pré-saison, un match de pré-saison des Cavs, l'année rookie de LeBron James. Donc ça remonte aussi. Enfin voilà, il y a eu un ou deux précédents ou des histoires assez similaires, mais là au United Center, c'était évidemment la première fois. Alors moi perso, j'espère qu'une chose, c'est qu'ils vont pas nous faire ce coup-là dans 2 semaines quand on y sera pour le retrait du maillot de Derrick Rose, parce que alors là, ce serait un fiasco comme pas possible si ce match ne peut pas avoir lieu. Ce serait quand même un truc de dingo. Euh, mais bon, toujours est-il que pour ce match entre Chicago et Miami, bah, il va falloir le reprogrammer à une date que pour l'instant on ne connaît pas, sachant que c'était leur seule venue qui était prévue cette saison à Chicago. On va les jouer 2 fois à Miami le 30 janvier et le 1er février, mais à Chicago, c'était la seule fois où ils devaient s'affronter cette saison. Euh, et quand le Heat revient dans les environs, que ce soit à Indiana, à Milwaukee, ou c'est pas trop loin, soit bah, les Bulls ont d'autres matchs en même temps, ou soit ils sont en déplacement, donc ils peuvent pas arranger un match à ce moment-là, ce serait un peu compliqué. Donc bah, bon courage à la NBA pour trouver une date où ça va pas forcément convenir à tout le monde, mais qui va en emmerder le moins possible, parce que bah, il y aura forcément euh, voilà, il y a une équipe qui du coup bah, sera peut-être en back-to-back, comme ça aurait dû être notre cas de toute façon, donc à voir. Peut-être en regardant vite fait, je me suis dit peut-être le 12 février, qui est juste au moment de la coupure All-Star. Alors ça ferait un back-to-back pour les deux équipes, parce que Chicago joue à Boston le 11, et ça les ferait voyager et retourner à Chicago pour jouer au United Center le 12. Et Miami sera à New Orleans le 11, ça les fait monter à Chicago. C'est pas encore trop loin.
peut-être, mais c'est juste moi en regardant le calendrier, je me suis dit, à voir. C'est pas la NBA, c'est pas une source de qui que ce soit, c'est juste moi en regardant le calendrier, j'ai fait peut-être là, il y a moyen de. Mais bon, on verra comment ça va se passer. Déjà, ce soir, si on peut bel et bien jouer ce soir, euh, on reçoit les Dallas Mavericks avec un duel qui va être super super sympa à suivre entre Cooper Flag et Matas Bouzelis, évidemment. Mais en fait, le truc, c'est que le match que tout le monde va suivre à Chicago, et limite les fans des Bulls auraient préféré que ce soit le match contre Dallas cette nuit qui soit reporté plutôt que celui contre Miami. Parce que le match sur lequel tout le monde va se concentrer, c'est les Chicago Bears. C'est l'équipe de foot qui débute son parcours en playoff face à l'ennemi juré, les Green Bay Packers. Alors autant en NBA, les rivalités, c'est pas trop ça, tu vois. Enfin, ils essaient d'en créer un peu, ils font des Rival Week où ils te mettent des équipes un peu, bon, ok. Il y a quelques rivalités, mais c'est plus tant autant qu'avant, quoi. C'est plus comme les Bulls Pistons de fin 80, début 90, ou les Bulls Cavs ou les Bulls Knicks. Mais par contre, en NFL, les Bears, les Packers, ça peut tout simplement pas se siffler. Donc c'est une énorme affiche à Chicago pour débuter les playoffs en NFL et le parcours pour aller jusqu'au Super Bowl. Donc même, voilà, enfin, depuis lundi, toute la ville ne parle que de ça de toute façon. Et même Ayo Dosunmu, qui est un méga fan des Bears, il est dégoûté du moment où ils ont annoncé l'horaire du match des Bears, qui était en même temps que le match des Bulls, il est dégoûté. Voilà, il a les boules. Donc si il veut se venger, entre guillemets, en tabassant les Mavs, pourquoi pas, hein, il a été très très bon là sur le match à Détroit mercredi. S'il continue dans cette foulée, ça peut le faire. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y aura peut-être un peu moins de ferveur au United Center ce soir face à Dallas, parce que les esprits seront focalisés sur le match ailleurs au Soldier Field de Chicago. Mais les Bulls doivent profiter du jour de repos supplémentaire qu'ils ont eu, du coup, puisqu'ils n'ont pas joué jeudi soir, pour redémarrer une série positive face à Dallas, qui est quand même en grande difficulté en ce moment, qui a pas mal d'absents. Nous, si on peut récupérer Jalen Smith ou Kevin Huerter, ce serait une bonne idée. Les deux sont questionables au moment où je fais cette vidéo, donc samedi matin. Jalen Smith toujours avec son protocole commotion, mais voilà, il est possible qu'il ait passé tous les tests pour pouvoir revenir dès ce soir. Kevin Huerter, c'était un souci au dos, qui n'est pas un truc long terme ou quoi, donc c'était voilà, s'il manquait juste le match de jeudi, et là il peut revenir, bah ma foi, on prendra aussi. Kobe sera là, donc ça c'est sûr. Et puis voilà, Dallas, comme je disais, ils ont pas mal d'absents, dont un certain Anthony Davis, natif de Chicago, et fan reconnu des Green Bay Packers. Donc lui, pour le coup, s'il avait été là, il aurait vraiment, vraiment pas été le bienvenu. Lui, je pense qu'il aurait pris sa volée de sifflet au moment des intros des équipes, justement par le fait d'être un fan des Packers et qu'il y a un Bears Packers qui se joue à l'autre bout de la ville à ce moment-là, quoi. Donc voilà, j'espère vraiment pour Ayo, pour Anthony Davis, pour la ville de Chicago, qu'il y aura victoire des Bulls et des Bears cette nuit parce que ça va être une dinguerie. Les Bears, ouais, ça va être une dinguerie. Parce que si nous en bas Dallas, personne ne va venir faire la fête, mais l'ambiance dans Chicago risque d'être assez exceptionnelle si les Bears font le taf. Donc voilà, on va espérer que ça se passe comme ça, que les deux équipes de Chicago s'imposent cette nuit et que bah, ça lance des dynamiques positives pour la suite. Et puis voilà, après on verra. Là, en plus, on a ce match-là. On ne rejoue pas avant mardi soir à Houston. Donc voilà, un petit peu de repos dimanche et lundi soir. Donc ça permettra aussi de peut-être récupérer des blessés. Il faudra voir où en est Zach Collins. Il faudra voir où en est Josh Giddey aussi. Donc alors on va faire ce match demain et ensuite on fera un point. On refera une vidéo bah, peut-être dimanche ou peut-être lundi pour faire un point sur ce qu'on a vu. Si on a des infos niveau médical, niveau infirmerie, si on a des gars qui sont capables de revenir bientôt. Et puis si on a été capable de lancer une dynamique positive contre Dallas, essayer de la prolonger à Houston. Et après on joue 2 fois Brooklyn aussi. Donc à voir. Mais bon, en attendant, go Bulls, go Bears et à très bientôt. Ciao.